Madame Emmanuelle Cos, bonjour. Madame la ministre, ancienne ministre du Logement, présidente de Collier Habitat et membre du COMEX de l'USH. Donc avec vous, on va pouvoir aussi revenir, parce que c'est important, on va repartir un peu des bases, savoir où on en est en termes d'état du parc social pour ouvrir sur ces enjeux énergétiques. Allez, je commence par vous, Emmanuelle Cos, pour qu'on puisse peut-être déjà, dans un premier temps, justement, dresser une forme d'état des lieux du parc social en France pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces enjeux énergétiques dont on parle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de votre invitation pour parler notamment au nom de l'Union sociale de l'habitat, qui est en fait l'union qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux. C'est à peu près 800 organismes et 4,5 millions de logements, pour vous donner une idée. Je veux juste vous dire en anecdote, quand même, pour voir quand même que les choses avancent vite sur l'autoconsommation. Lorsque j'étais ministre, c'est moi qui ai présenté le premier texte sur l'autoconsommation. Alors, ce n'était pas dans mes délégations, j'étais ministre du Logement. Mais on me l'avait proposé parce qu'en fait, d'autres ministres un peu plus en charge du sujet n'étaient pas certaines que ça allait bien se passer à l'Assemblée, au Sénat, et que donc il fallait quelqu'un qui accepte d'aller prendre les coups en soirée. Voilà. Je vous raconte juste ça parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel ministre se battrait pour aller défendre des avancées là-dessus, ce qui veut dire aussi quand même qu'on a gagné une bataille culturelle sur le sujet, que la demande sociale existe, que les entreprises sont là, et que donc on n'est pas juste sur une petite niche du sujet de la question de l'usage de nouveau de l'énergie et des énergies notamment renouvelables. Voilà, ça c'est pour juste une petite anecdote. Et puis maintenant, plutôt pour parler en tout cas, que vous ayez une image un peu compréhensible des besoins dans le parc social, et aussi pourquoi l'Union sociale pour l'habitat regarde évidemment toutes les initiatives, notamment celles dont on va parler tout à l'heure, de manière très intéressante. Je vous l'ai dit, le parc social aujourd'hui, c'est 4,6 millions de logements. C'est en gros 80 000 logements nouveaux mis en service par an. Et c'est je veux dire, les derniers chiffres, c'était 160 000 logements qui ont une réhabilitation, dont 125 000 qui ont eu une réhabilitation qui entraîne des changements de classe énergétique. Donc, ce qui vous montre les différences. Et aujourd'hui, évidemment, il y a quand même des sujets très importants pour les bailleurs sociaux. C'est notamment que dans le parc social, alors j'ai mes antisèches parce que je ne connais pas tout par cœur, évidemment. Mais il faut quand même que vous ayez une idée que dans le parc social, il y a 31% des locataires qui sont sous le seuil de pauvreté. À l'échelle de l'ensemble des ménages, c'est plutôt 14%. Donc il y a quand même un sujet. Le parc social, c'est pas simplement un nom, c'est une réalité. Même si on a des difficultés à répondre à l'ensemble de la demande, notamment en logement pour des personnes qui ont peu de revenus, il faut bien comprendre qu'on a beaucoup de personnes qui ont des faibles revenus. Et par ailleurs, des études nous montrent que les locataires du parc social ont plutôt tendance à vieillir, c'est-à-dire qu'ils restent dans le parc social aujourd'hui très longtemps dans leur vie, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un parcours et qu'on en partait à un moment de sa vie. Donc ils restent, y compris au moment de la retraite, et qu'ils s'appauvrissent. Et ça, c'est aussi une réalité, d'où un certain nombre de combats que le monde du logement social porte aujourd'hui, notamment sur la réforme des APL et la question du financement de ce parc, parce qu'on a des locataires qui s'appauvrissent et qu'on a besoin de les soutenir. Et donc, évidemment, dans ces questions-là, la question des charges, et donc des charges énergétiques, parce que c'est essentiellement celles-là qui sont les plus compliquées, sont évidemment extrêmement importantes, puisqu'on a quand même une partie des ménages, même si on a pas obligatoirement les ménages les plus pauvres, mais on a une partie des ménages hébergés qui sont sur des endettements assez importants et très clairement des difficultés à payer leur charge énergie. Après, en termes de classe énergétique, parce que vous me poserez la question, donc je vous le dis avant, tout en sachant que le DPE ne veut pas dire grand-chose, notamment vu comment il est parfois pratiqué. On aurait, je dis bien on aurait, parce que je suis très prudente sur les chiffres, on aurait 40% de nos logements dans les classes ABC, 39% en D et 21% en EFG. Sur les 21% EFG, je ne suis pas certaine que tous ces logements soient mis en service aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis très prudente sur ces chiffres, puisqu'en fait on a une partie des logements qui aujourd'hui sont dans des phases de soit réhabilitation, soit démolition, et donc il y a des... Mais il reste évidemment des passoires énergétiques, très clairement. Et d'ailleurs, l'USH s'est donné pour objectif aujourd'hui d'éradiquer toutes les passoires énergétiques pour 2024.
Mais nous sommes en train de travailler pour essayer de faire en sorte d'accélérer les choses pour être plutôt sur 2022, même si c'est compliqué. Je vous donne juste 2 raisons. D'une part, les bailleurs sociaux, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que les loyers rentrent. Ce n'est pas eux qui touchent les charges d'énergie, sauf quand il y a des forfaits charges. Donc en fait, ce n'est pas toujours leur cadet de soucis. Voilà. Donc c'est quand même une première difficulté. Et puis ensuite, on a quand même, je pense, des manques de savoir-faire, voire de solutions sur une partie des patrimoines, puisqu'une partie du patrimoine social est du patrimoine qui est classé, qui fait partie du patrimoine architectural du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on a des arbitrages très clairs qui est de savoir est-ce qu'on est capable d'apporter, est-ce qu'on finance des réhabilitations à, par exemple, 100 000 € le logement, quand en fait on peut produire du logement neuf à peu près à un prix équivalent. Ces arbitrages extrêmement complexes. Donc ça explique aussi pourquoi on va pas aussi vite qu'on le veut. Néanmoins, chaque année, il y a plus de quand même 120 000 logements qui sont réhabilités par an, ce qui est quand même énorme. Hein, je vous rappelle l'objectif de 500 000 logements réhabilités par an. Voilà. Peut-être André Joffre réagir aussi globalement. Pourquoi est-ce que c'est aussi sur le logement social qu'il faut, on va dire, autant concentrer les efforts? Bien, parce qu'en fait, l'énergie solaire colle à une image de spéculateur, en fait. On a trop longtemps... Alors, c'est vrai que quand émerge une technologie, ce n'est pas les plus pauvres qui peuvent se l'accaparer dès le départ, bon, forcément. Et le solaire n'a pas été différente de l'automobile ou des premiers téléphones portables, etc. Chaque fois qu'une technologie arrive, c'est effectivement les classes les plus favorisées, celles qui ont des moyens qui peuvent l'acquérir et en bénéficier. Dans le solaire, ça a été un peu le cas, même ça a été beaucoup le cas avant 2010, où il y avait véritablement des effets d'aubaine caractérisés qui ont été produits. Et donc, on a eu tendance à dire, ben ouais, le solaire, c'est bien beau, mais enfin, nos détracteurs, les détracteurs du solaire disaient, finalement, le solaire, c'est un truc qui est fait pour quelques spéculateurs et qui s'enrichissent au détriment de la totalité de la population qui paie, via la CSPE, etc., ces fortunes nouvelles qui se créent. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, on peut se poser la question de savoir où on oriente les besoins, où sont vraiment les difficultés. Quand vous voyez que l'année dernière, par exemple, plus d'un demi-million de foyers français ont vu leur électricité coupée ou réduite de puissance, on est au XXIe siècle. En France, 500 000 foyers, ça fait presque plus de 2 millions de personnes. Bon, on peut se poser des questions quand même. Est-ce qu'on met l'argent là où il faut ? Donc, nous, on a pensé qu'il fallait effectivement qu'on mette un coup d'accélérateur là sur le secteur social qui a été un peu, je dirais pas oublié, mais presque quand même. Hein. Donc voilà, il faut qu'on fasse les choses dans ce domaine-là, et c'est un peu la démarche qu'on a essayé d'engager. Alors on va en parler évidemment tout à l'heure. Alors je reviens vers vous, Emmanuel Cos, pour l'aspect un petit peu réglementaire. J'en parlais un peu en introduction sans en avoir dit beaucoup plus sur cette loi, notamment, et d'ailleurs Virginie Schwartz en parlait ce matin en introduction, qui va permettre donc au bailleur social d'être l'opérateur de l'installation et de pouvoir en faire bénéficier ses locataires, cette fameuse personne morale organisatrice. Je me souviens que l'année dernière, on en avait beaucoup parlé à cette université d'été. On en a encore parlé d'ailleurs tout à l'heure en disant que ça complique beaucoup les choses. Là, on fait en sorte de simplifier autant que possible. Alors, ce qui est certain, oui, parce qu'en fait, les réflexions qu'on a à l'USH depuis plusieurs années, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut aider à avoir un cadre réglementaire qui en fait permette aux bailleurs sociaux de prendre la décision sur un groupement d'immeubles, une résidence, de se lancer sur des programmes d'autoconsommation. On y pense aussi pas que simplement dans une dimension d'ailleurs sociale, de réduction des charges liées à l'énergie, mais c'est aussi parce qu'on estime qu'en tant que bailleur social, on a un service à rendre à nos locataires qui est au-delà du simple fait de se loger. Et qu'il nous semblait que la question de l'énergie, on a d'autres sujets, hein, ça peut être sur d'autres sujets notamment liés à la mobilité, c'est des choses sur lesquelles les bailleurs aujourd'hui peuvent être vecteurs de quelque chose. Et en plus, je ne vous cache pas qu'un bailleur social qui fait des programmes emblématiques dans un territoire, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut visiter, c'est souvent soutenu par la collectivité, et donc ça peut aussi servir d'exemple. Et enfin, les bailleurs sociaux sont très sollicités pour intégrer des programmes de réhabilitation des copropriétés privées dégradées, et que donc on peut aussi amener des solutions techniques, y compris sur les questions énergétiques. Alors une fois que j'ai dit ça, en effet, on a enfin obtenu, après un travail assez long,
quelques évolutions législatives, mais qui me semblent évidemment importantes. Alors, vous l'avez dit, la première chose, c'est de pouvoir être désigné comme personne morale organisatrice des opérations d'autoconsommation collective, ce qui change évidemment la donne, parce qu'avant, on s'était posé plein de questions pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, et c'était évidemment pas facile. Ensuite, la loi rend plus simple les relations bailleur-locataire, parce que la vraie question, c'était de savoir les relations juridiques entre le bailleur et le locataire, et de savoir notamment comment est-ce que l'on inclut le locataire, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'ils peuvent sortir de l'opération d'autoconsommation collective. Donc maintenant, il est prévu qu'ils sont inclus, sauf avis, je crois, formel. Bon, il va falloir évidemment voir ce qui est bien écrit dans les décrets de ce point de vue-là, mais ça c'est un obstacle qui est quand même levé. Et puis surtout, on a un dernier sujet, c'est qu'on se posait des questions sur qu'est-ce qu'on faisait si on lançait des opérations d'autoconsommation sur un parc immobilier commun, mais qui est divisé en plusieurs résidences, voire plusieurs bâtiments et tout ça. Et on avait des questions inextricables et là, j'espère, enfin, je regarde des experts parce que moi, autant je pense les choses, mais je ne suis pas du tout capable. Enfin, c'est vous qui allez dire si ça peut marcher, hein, j'espère. Je fais réagir André aussi. Non, mais en tout cas, c'est ce que nous avons cru bon de défendre et que nous avons obtenu. Ça ne veut pas dire que tout est faisable, mais là, il faut qu'on puisse quand même pouvoir ouvrir des évolutions. Et l'idée, c'est que par exemple, un bailleur qui a une résidence de, je ne sais pas moi, 400 logements, mais qui est partagé en plusieurs bâtiments, voire qui est éclaté à deux endroits différents d'un territoire, puisse avoir des opérations d'autoconsommation depuis plus simple. Je ne vous cache pas que malgré la levée de ces obstacles, ça ne va pas être simple pour des opérateurs de logement social, en tout cas pour ceux qui font la partie énergétique, de se lancer. Mais il me semble qu'il faut qu'on arrive à simplifier déjà un peu les choses pour que d'ailleurs des opérateurs spécialistes des questions de production et de fourniture d'énergie, et notamment d'autoconsommation, puissent justement répondre à des marchés, à des envies. Ce que certain, c'est qu'il y a une appétence réelle de la part des bailleurs sociaux. Après, il faut que vous compreniez deux choses pour aussi peut-être, parce que je sais que vous trouvez parfois que ça ne va pas assez vite, que ce secteur est un peu lent, qu'on pourrait se développer beaucoup plus vite. C'est vrai, tout ça est vrai. Il y a aussi le fait qu'un bailleur social, son premier métier, c'est de loger des gens. Et donc, il a des arbitrages multiples à faire. Et il en a fait. Il en a fait pour la construction bas carbone. Il en fait pour la construction, l'éco-construction. Il en fait pour notamment l'utilisation d'énergie renouvelable pour les eaux chaudes sanitaires. Et on a fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que se lancer dans des projets très techniques dont on ne maîtrise pas tout, c'est des risques très importants parce qu'on doit rendre des comptes. D'une part aux locataires, ensuite à l'État, et qu'on doit être capable d'expliquer ce qu'on fait. Par exemple, des associations de locataires qui ne vont pas comprendre ce qu'on fait demain sur l'autoconsommation, ça veut dire qu'ils sont capables de planter un projet. Donc on a une acculturation à faire, mais par contre, on a plutôt des acteurs qui sont persuadés qu'agir sur la question de la fourniture d'énergie, c'est aussi répondre à des problèmes sociaux internes à ces quartiers et des problèmes de nos locataires. Alors justement, je vais faire réagir André Joffre, après Sébastien Delpont pour enchaîner à la fois sur le cadre réglementaire, puis sur ce que vient de dire aussi Emmanuel Cos sur aussi les priorités d'un bailleur social. Oui, André. Alors, bon, c'est vrai que lorsqu'on discute avec des bailleurs sociaux, très souvent, ils nous disent, écoutez, nous, on est tout à fait persuadés de l'intérêt de ces sujets, on est très portés par l'innovation, on a toujours innové dans le logement social, et on peut dénombrer le nombre d'opérations qui ont été innovantes ou des technologies sont nées dans le monde du logement social. Mais effectivement, on a d'autres priorités, comme tu viens de le dire. C'est vrai que avant de pouvoir investir dans le solaire, par exemple, bien, on a des choses à faire. On doit refaire les huisseries, on doit... voilà. Bon, donc, il y a vraiment des priorités. Et c'est vrai que les énergies renouvelables, même s'il y a quelques expérimentations ça et là, ne sont pas généralisées, ne sont pas massifiées. Donc, je ne sais pas, on peut parler maintenant du projet Sol solidaire, peut-être Encore un peu après. André, bon. Je vous veux un suspense incroyable. Là. Je sens qu'il est dans les starting blocks.
Non, bah, on va le valoriser. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver des modèles économiques qui sont soutenables et qui permettent de pouvoir, je dirais, s'affranchir d'une participation financière trop importante de la part des bailleurs sociaux. Le but aussi étant qu'il ne s'agit pas de faire des investissements dont on va demander aux locataires de supporter le coût, même sur le long terme. L'idée, c'est bien que des investissements d'énergie renouvelable permettent de réduire de façon sensible et immédiate la consommation d'électricité, par exemple.